Nous avons besoin d'environ 25 000 $ par an pour chacun d'eux, a dit ma mère. Je ne te dois rien, répondis-je. 3 mois plus tard, ma demi-sœur a demandé à me rencontrer en personne. J'ai 32 ans maintenant, mais mon histoire commence quand j'avais 16 ans et mon monde s'est effondré autour de moi. Aujourd'hui, je dirige ma propre entreprise de développement de logiciels avec 30 employés et des bureaux dans 3 villes. J'ai construit une vie dont je suis fier, brique par brique douloureuse. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère réapparaisse après 16 ans de silence, surtout pas pour exiger des dizaines de milliers de dollars pour les enfants qu'elle a choisis à ma place. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il n'y avait que ma mère, Victoria, et moi dans un appartement exigu de 2 chambres. Nous avons eu des difficultés financières, mais nous nous tenions ensemble. Maman a occupé 2 emplois pour nous maintenir à flot et j'ai appris très tôt à être autonome. Je préparais des repas simples, faisais mes devoirs sans qu'on me le dise et essayais d'être l'enfant le moins gênant possible. Je savais à quel point elle travaillait dur et je l'aimais farouchement pour cela. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré Robert. Il avait un bon travail en tant que directeur de construction, possédait sa propre maison et conduisait un nouveau camion. Il semblait plutôt gentil au début, même s'il n'avait jamais vraiment essayé de communiquer avec moi. J'étais prudemment optimiste quant au fait que nos vies pourraient devenir plus faciles. 6 mois après avoir commencé à sortir ensemble, maman a annoncé qu'il se mariait et nous avons emménagé dans la maison de Robert. 1 mois après le mariage, maman a annoncé qu'elle était enceinte. J'avais alors 13 ans et, même si je ressentais un pincement au cœur, j'essayais d'être heureux pour elle. Elle rayonnait d'enthousiasme, décorant la chambre de bébé et parlant sans cesse du bébé. Robert est devenu plus présent, plus engagé, mais jamais avec moi. Ses yeux glissaient sur moi à table, comme si j'étais un meuble plutôt qu'une personne. Le premier changement notable s'est produit lorsque maman a cessé d'assister à mes événements scolaires, à mon concert de groupe, à mes finales d'équipe de débat. Elle était trop fatiguée par la grossesse. J'ai compris, ou j'ai essayé, mais lorsque Robert s'est plaint du coût de mes activités scolaires, suggérant qu'il s'agissait d'une dépense inutile avec un bébé en route, maman ne m'a pas défendu. Elle baissa simplement les yeux sur son ventre gonflé et changea de sujet. Grace est née quand j'avais 14 ans, un bébé exigeant et souffrant de coliques qui consommait toute l'attention de maman. J'ai participé, apprenant à changer les couches et à réchauffer les biberons, dans l'espoir de soulager l'épuisement de maman et peut-être de retrouver un peu de concentration. Au lieu de cela, Robert a commencé à commenter combien il en coûtait pour subvenir aux besoins de l'enfant de quelqu'un d'autre. Maman ne l'a jamais contredit. Quand j'avais 15 ans, maman m'a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. À cette époque, je travaillais le week-end dans une épicerie locale, utilisant mes gains pour acheter mes propres vêtements et fournitures scolaires. J'ai donné la moitié de mon salaire pour aider aux dépenses du ménage, pensant que cela pourrait aider Robert à me considérer comme moins un fardeau. Ce n'est pas le cas. Jackson est arrivé juste avant mon 16e anniversaire. Nous avions alors déménagé dans une maison plus grande, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé avec la plus petite chambre, à peine plus qu'un bureau reconverti. Mes vieux meubles ne rentraient pas, alors j'ai dormi sur un futon pendant que Grace et Jackson obtenaient des ensembles de chambres assorties pour leurs chambres spacieuses. Quand j'ai mentionné la disparité, maman m'a dit que je devrais être reconnaissante d'avoir mon propre espace. Le point de rupture est survenu 3 mois après la naissance de Jackson. J'ai entendu Robert dire à maman qu'il devrait utiliser l'argent de mes fonds universitaires, que mes grands-parents avaient ajouté depuis ma naissance, pour rénover la cuisine. Quelque chose en moi s'est brisé face à son rejet désinvolte de mon avenir. Quand je l'ai confronté, ses yeux se sont durcis d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu n'as jamais été reconnaissant pour tout ce que Robert a fait pour toi, dit-elle d'une voix plate. Il a raison à propos de toi. » 2 semaines plus tard, ils m'ont fait asseoir pour ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. C'est Robert qui a parlé le plus, expliquant combien il coûtait cher d'élever 3 enfants et combien les bébés avaient besoin de plus d'espace et de ressources. « Tu es pratiquement un adulte maintenant, dit-il pendant que maman regardait la table de la cuisine. Il faut apprendre l'indépendance. Maman a finalement levé les yeux. Nous avons parlé à tes grands-parents. Ils ont accepté de t'héberger. Nous devons maintenant nous concentrer sur Grace et Jackson. Ils sont tout simplement petits et ont davantage besoin de nous. J'avais 2 semaines pour faire mes valises et quitter la seule maison que j'avais connue ces 4 dernières années. Mes grands-parents, les parents de mon père biologique, ont été stupéfaits lorsque je les ai appelés. On leur avait dit que j'avais du mal à m'adapter et que j'avais besoin d'un environnement plus structuré. La vérité les a laissés sans voix. En quelques heures,
Il s'était arrangé pour venir me chercher ce week-end, ne voulant pas me laisser dans cette maison un instant plus longtemps que nécessaire. Ma tante Sophia, la sœur de mon père, a conduit 5 heures pour m'aider à déménager. Elle a pleuré en voyant combien peu de carton contenait ma vie. Maman a gardé ses distances pendant le déménagement, offrant des platitudes creuses sur le fait que c'était pour le mieux et que je comprendrais un jour. Robert ne fit aucune feinte de regret. Il a porté mon futon jusqu'au camion avec une satisfaction à peine dissimulée. Le jour de mon départ, maman m'a serré dans ses bras avec raideur et m'a dit qu'elle appellerait bientôt. Elle ne l'a jamais fait. Mes grands-parents m'ont accueilli à bras ouverts et avec un amour sincère, mais l'adaptation a été brutale. J'ai fait des cauchemars pendant des mois, revivant le moment où maman a choisi sa nouvelle famille plutôt que moi. Je me suis lancé dans mes études et mon travail à la quincaillerie locale, déterminé à avoir besoin du moins d'aide financière possible. Mes grands-parents ont insisté pour payer mes nécessités, mais j'ai couvert tout le reste, épargnant tout ce que je pouvais pour l'université. La thérapie m'a aidé à gérer l'abandon, même si la blessure n'a jamais complètement guéri. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que les choix de maman reflétaient ses faiblesses et non ma valeur. Lentement, j'ai reconstruit ma perception de moi-même. Mes grands-parents et ma tante Sophia sont devenus ma fondation, me montrant à quoi ressemblait réellement l'amour inconditionnel. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires parmi les premiers de ma classe et j'ai obtenu une bourse partielle dans une université d'État pour étudier l'informatique. J'ai travaillé 30 heures par semaine tout au long de mes études universitaires, prenant des cours d'été pour obtenir mon diplôme plus tôt. Mes professeurs sont devenus des mentors, impressionnés par mon dynamisme. L'un m'a mis en relation avec un stage qui s'est transformé en mon premier véritable emploi après l'obtention de mon diplôme. J'ai progressé rapidement, travaillant plus d'heures que quiconque, me lançant dans des projets dont personne ne voulait. À 25 ans, je dirigeais une équipe de développement. À 27 ans, j'avais suffisamment de relations dans l'industrie et d'économie pour lancer ma propre entreprise. L'entreprise a réussi au-delà de mes espérances, passant de 3 employés à 30 en seulement 2 ans. Durant ces 16 années, je n'ai reçu aucun contact de ma mère ou de Robert. Grâce à ma famille élargie, j'ai parfois entendu des nouvelles sur Grace et Jackson, leurs résultats scolaires, leur passe-temps, leur bonheur apparent. Je ne ressentais rien d'autre qu'une vague curiosité, comme entendre parler de cousins éloignés plutôt que de demi-frères et sœurs. Puis, un mardi ordinaire, un email est arrivé provenant d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 16 ans, victoriamartin@email.com. La ligne d'objet disait simplement « Reconnexion ». Le message était bizarrement décontracté, comme si nous avions simplement perdu contact plutôt que qu'elle m'abandonne. Elle a mentionné avoir entendu parler de ma réussite commerciale et a dit qu'elle avait des questions familiales à discuter. Elle a suggéré de se retrouver pour prendre un café ce week-end. J'ai regardé l'écran pendant près d'1 heure, les émotions me traversant comme un ouragan, la curiosité, la colère, une lueur d'espoir enfantine. J'ai transmis l'email à mon thérapeute, qui a suggéré que la conclusion pourrait venir de l'écoute de ce qu'elle avait à dire, à condition que je la rencontre selon mes conditions, dans un lieu public, avec des limites claires. Après 3 jours de débat interne, j'ai répondu par un bref accord de rendez-vous dans un café près de mon bureau au territoire neutre, d'où je pourrais facilement partir si nécessaire. La revoir après 16 ans était surréaliste. Elle avait considérablement vieilli. Ses cheveux autrefois sombres étaient maintenant striés de gris et des lignes gravées sur son visage qui n'étaient pas là auparavant. Robert était assis à côté d'elle, plus lourd et plus audacieux que dans mes souvenirs, l'expression réservée. Je m'attendais à ressentir un raz-de-marée émotionnel, mais j'ai plutôt découvert un étrange détachement, comme si je rencontrais des connaissances lointaines plutôt que la femme qui m'a donné naissance. Maman m'a serré dans ses bras maladroitement, tandis que Robert me tendait une main raide. Ils ont commenté à quel point j'étais belle et à quel point ils étaient impressionnés par mes réalisations. Maman parlait comme si notre séparation avait été une décision mutuelle, le lancement normal d'un enfant indépendant, plutôt qu'un abandon traumatisant. Après 15 minutes de conversation superficielle sur la météo et les actualités locales, maman a finalement atteint le but de notre rencontre. Votre sœur et votre frère vont à l'université l'année prochaine, dit-elle, son ton changeant pour quelque chose de plus familier, la voix qu'elle avait utilisée pour demander des faveurs à ses voisins. Grace est entrée à Cornell et Jackson va à NYU. Nous sommes si fiers. Robert se pencha en avant. L'université n'est pas bon marché de nos jours. Le logement à lui seul dans ces écoles est astronomique. Nous avons entendu parler de votre succès, a poursuivi maman, ses yeux ne rencontrant pas vraiment les miens. L'entreprise se porte très bien d'après ce que nous comprenons.
Je suis resté silencieux, regardant le spectacle se dérouler. Nous pensons qu'il est juste que vous les aidiez à payer leurs frais de scolarité, dit-elle finalement. Ce sont vos frères et sœurs après tout, et la famille est de la famille. Robert hocha vigoureusement la tête. Nous avons besoin d'environ 25 000 € par an pour chacun d'entre eux. Nous aurons besoin du premier paiement d'ici août. L'audace m'a stupéfié dans un silence momentané. 16 ans sans un seul appel, ni message, ni carte d'anniversaire. 16 ans passés à construire ma vie sur les cendres de leur rejet, et maintenant ils s'asseyaient devant moi, non pas avec des excuses ou des regrets, mais les mains tendues, attendant des dizaines de milliers de dollars. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre, dis-je prudemment. Vous voulez que je paie 50 000 $ par an pour les études universitaires de frères et sœurs que je n'ai pas vus depuis qu'ils sont tout petits? Le sourire de maman s'est effondré. Ils sont de la famille, ton frère et ta sœur. Je suis désolé, mais je ne ferai pas ça, répondis-je. La voix ferme malgré la colère qui montait dans ma poitrine, son expression passa d'expectative à incrédule. Après tout ce que nous avons fait pour toi, l'absurdité de sa déclaration m'aurait peut-être fait rire si cela n'avait pas été si douloureux. Que as-tu fait exactement pour moi? Me jeter quand je suis devenu gênant? Je t'ai élevé pendant 16 ans, siffla-t-elle, abandonnant sa façade amicale. C'est comme ça que tu me rembourses? Je ne te dois rien, dis-je doucement. Je ne leur dois rien. Le visage de Robert se redressa. Espèce de petit ingrat. Je pense que nous avons fini ici, l'interrompis-je en me levant pour partir. Maman a attrapé mon poignet, ses doigts s'enfonçant avec une force surprenante. Tu vas aider tes frères et sœurs, ou tu es mort pour moi. J'ai doucement et fermement retiré sa main. Tu m'as rendu mort il y a 16 ans quand tu les as choisis à ma place. Son cri a résonné dans le café alors que je me dirigeais vers la porte. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons sacrifié. Tu n'aurais pas ta précieuse compagnie si je ne t'avais pas appris à travailler dur. Les clients se tournèrent vers Robert qui essayait de la calmer, le visage déformé par la rage. Le gérant s'avança vers leur table, l'inquiétude évidente dans son expression. Je suis parti sans me retourner, mais la confrontation était loin d'être terminée. Ce soir-là, mon téléphone était inondé de SMS et d'appels de chacun d'eux, alternant entre culpabilité et menaces. Ils ont trouvé la messagerie électronique et les profils de réseaux sociaux de mon entreprise, envoyant des messages de plus en plus hostiles. Comme je n'ai pas répondu, le harcèlement s'est intensifié. Au cours des 2 semaines suivantes, ils se sont présentés à mon bureau à l'improviste, provoquant une scène dans le hall jusqu'à ce que la sécurité les fasse sortir. Ils ont contacté des membres de ma famille élargie avec des histoires fabriquées selon lesquelles je refusais d'aider ma famille démunie. Ils ont même contacté mes grands-parents, qui ont immédiatement bloqué leur numéro après avoir entendu leur demande. Lorsqu'ils ont commencé à contacter mes clients via LinkedIn, prétendant que j'escroquais ma propre famille, j'en ai eu assez. J'ai consulté un avocat, qui a documenté le type de harcèlement et m'a aidé à demander une ordonnance de ne pas faire. Nous avons envoyé une lettre officielle de cessation et d'abstention, qu'ils ont ignorée, poursuivant leur campagne de harcèlement sans apparemment se soucier des conséquences potentielles. L'audience du tribunal a été fixée à un mardi matin début juin. Je suis arrivé avec mon avocat et un classeur rempli de preuves, des captures d'écran de messages, des images de sécurité de mon bureau et des déclarations de témoins d'employés qui avaient constaté leur comportement perturbateur. Maman et Robert sont arrivés sans représentation légale, apparemment confiants dans le bien-fondé de leur position. Lorsque le juge leur a demandé d'expliquer leurs actes, maman s'est lancée dans un discours en larmes sur les droits parentaux et les obligations familiales. Elle a affirmé que je les avais abandonnés il y a des années, coupant tout contact en raison d'une rébellion adolescente. Robert hocha solennellement la tête à côté d'elle, ajoutant occasionnellement des détails à son récit fictif. Mon avocat a méthodiquement démonté leur histoire, présentant la documentation de leur harcèlement ainsi que les affidavits de mes grands-parents et de ma tante détaillant les circonstances de mon expulsion de leur domicile. L'expression du juge devint de plus en plus troublée à mesure que la vérité éclatait. Donc, pour clarifier, a déclaré le juge en s'adressant à ma mère, vous avez demandé à votre enfant de quitter votre domicile à 16 ans, vous n'avez eu aucun contact pendant 16 ans, et vous attendiez ensuite une aide financière pour l'éducation de vos autres enfants? La confiance en larmes de maman vacillait sous son regard incrédule. Il a réussi maintenant. Il peut se permettre d'aider sa famille, a répondu Madame Martin, la juge. La loi ne reconnaît aucune obligation pour les frères et sœurs de se soutenir financièrement mutuellement, surtout dans ces circonstances. L'ordonnance d'interdiction a été accordée,
leur interdisant de me contacter ou de contacter toute personne associée à mon entreprise pendant une période de 3 ans. Lorsque le juge a annoncé sa décision, le visage de maman s'est déformé sous le choc et l'humiliation. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Robert avait l'air effrayé. Les conséquences se sont répercutées sur notre famille élargie. Certains membres de ma famille m'ont critiqué pour mon impitoyable, suggérant que je devrais être la personne la plus grande malgré le harcèlement. D'autres ont exprimé leur soutien, ayant été témoins du comportement de maman au fil des années. Mes grands-parents et tante Sophia étaient inébranlables à mes côtés, fiers de moi pour avoir protégé la vie que j'avais bâtie. 3 mois après l'audience, un email inattendu est arrivé. L'expéditeur était Grace Martin, 998 au courrier électronique, avec pour objet « Pouvons-nous parler ?» Le message était bref et provisoire. « Tu ne me connais pas, mais je suis ta sœur. J'aimerais te rencontrer si tu le souhaites. Pas de maman, pas de papa, juste moi. Je comprends si tu dis non. J'ai consulté à nouveau mon thérapeute, prudent avant de rouvrir des plaies ou de m'exposer à de nouvelles manipulations. Après mûre réflexion, j'ai accepté de rencontrer Grace dans un parc public le week-end suivant. Elle était grande et mince, avec les cheveux noirs de maman et un sourire nerveux. Elle m'a repéré immédiatement, s'approchant à pas hésitants. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant un petit étang, un silence gênant s'étendant entre nous jusqu'à ce qu'elle parle enfin. J'ai découvert ce qu'ils t'ont fait. La vraie histoire, pas leur version. Elle m'a expliqué avoir découvert des lettres de mes grands-parents dans le grenier en cherchant de vieilles photos, une correspondance qui contredisait tout ce qu'on lui avait raconté sur mon départ. La confrontation avec nos parents avait conduit à une explosion, où la vérité a finalement éclaté. Je suis désolé pour ce qu'ils ont fait, dit-elle doucement, et pour ce qu'ils ont essayé de faire. Maintenant, contrairement à Jackson, qui s'était rangé du côté de nos parents dans leurs droits, Grace avait été horrifiée par leur comportement et leurs attentes. Elle avait quitté leur maison, trouvant des colocataires et un emploi pour subvenir à ses besoins tout en fréquentant un collège communautaire au lieu de Cornell. Je ne veux pas de leur aide si cela s'accompagne de ce genre de conditions, a-t-elle expliqué. Et je ne voulais absolument pas qu'on t'extorque de l'aide. Au cours des mois suivants, Grace et moi avons construit une relation prudente basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Je l'ai aidé avec ses candidatures à un emploi et ses conseils académiques, mais je ne lui ai offert aucun soutien financier au-delà de cafés et de repas occasionnels ensemble. Elle n'a jamais demandé plus, comprenant les limites nécessaires au développement de notre fragile connexion. 6 mois après l'émission de l'ordonnance de ne pas faire, j'ai entendu par ma famille que maman et Robert avaient dit aux gens que j'avais abandonné la famille après avoir réussi. Espérant apparemment sauver leur réputation, Grace a déclaré qu'il lui avait interrompu la conversation lorsqu'elle avait refusé de cesser de me voir, l'ajoutant à la liste des enfants qu'ils avaient rejetés lorsque cela leur convenait. Au bout d'1 an après notre reconnexion, Grace avait été transférée dans une université d'État grâce à une bourse partielle, conservant son indépendance tout en poursuivant ses études. Nous nous étions installés dans un schéma confortable de dîners mensuels et d'envoi de SMS réguliers, construisant le genre de relation qui aurait dû être possible des années plus tôt. Au début, mes grands-parents se méfiaient de Grace, qui me protégeait après tout ce qui s'était passé, mais ses véritables remords pour les actions de nos parents et sa détermination à tracer sa propre voie les ont finalement conquis. Les voir l'accueillir chez eux pour le dîner de Thanksgiving a apporté un sentiment inattendu de guérison. Jackson est resté aligné sur nos parents, envoyant occasionnellement des messages hostiles à Grace au sujet de sa trahison. Elle en a partagé avec moi, révélant l'environnement toxique auquel j'avais échappé des années plus tôt. Quelle que soit la culpabilité que j'aurais pu nourrir pour ne pas l'avoir aidée dans son éducation, elle s'est évaporée lorsque j'ai lu ses paroles en colère. L'expérience a renforcé ce que j'avais appris au cours d'années de thérapie et de reconstruction, la famille n'est pas définie par le sang ou les obligations. Il est créé grâce au respect, au soutien et à une attention sincère. Ma mère n'a jamais compris cette vérité fondamentale, ne voyant les relations qu'à travers le prisme de ce qu'elle pouvait en tirer. Je ne sais pas si je guérirai un jour complètement d'avoir été rejeté par la personne qui aurait dû m'aimer le plus inconditionnellement, mais j'ai construit une vie remplie de gens qui choisissent de me soutenir. Pas par obligation ou par avantage financier, mais à cause de qui je suis. Mon entreprise continue de prospérer, ma relation avec mes grands-parents et ma tante se renforce chaque année et maintenant, contre toute attente, j'ai une sœur qui a choisi l'intégrité plutôt que le confort. Certaines personnes ont suggéré que je devrais me sentir satisfait de ma réussite face aux attentes de ma mère. La vérité est que non. Il n'y a aucune satisfaction à voir quelqu'un révéler les pires aspects d'eux-mêmes, en particulier quelqu'un que vous avez profondément aimé.
Mais il y a une paix profonde à savoir que j'ai brisé le cycle de l'amour conditionnel qui a défini mon enfance, créant des limites qui protègent la vie et les relations pour lesquelles j'ai travaillé si dur pour construire. Ma mère m'a appris ce que la famille ne devrait pas être. Ironiquement, cette douloureuse leçon m'a aidé à reconnaître et à chérir ce que devrait être la famille, un cercle de respect mutuel et de soins authentiques qui ne nécessite aucune ordonnance du tribunal ni aucune menace juridique pour être maintenu. Pour ce cadeau, je suppose que je devrais être reconnaissant, après tout.